Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Manon Lescaut, écrit par l'abbé Antoine-François Prévost et publié en 1731, est peut-être mieux décrit comme une nouvelle. À l'origine, juste un petit morceau de l'œuvre en 7 volumes de Prévost, Mémoires et aventures d'un homme de qualité, il est rapidement devenu très populaire et est maintenant l'œuvre la plus connue de l'auteur. Mémoires est une autobiographie fictive de Monsieur de Renoncourt qui présente Manon Lescaut qui est à son tour racontée par le protagoniste de l'histoire, le chevalier des Grieux. Nous allons faire un résumé détaillé de l'œuvre ainsi qu'une analyse afin que vous puissiez tout comprendre de cette histoire. Celle-ci, comme évoqué précédemment, nous est racontée par un certain Renoncourt. Alors que celui-ci est en voyage, il fait halte pour une nuit dans le petit bourg de Passy. Dans une auberge miteuse, un groupe de filles de joie s'apprête à prendre la mer pour l'Amérique, et cela crée l'agitation. Malgré son air triste, une prostituée attire particulièrement son attention. Renoncourt cherche à obtenir quelques informations auprès du chef de convoi. Ce dernier lui explique que la jeune fille vient de l'hôpital général, mais qu'il n'en sait pas plus. Renoncourt s'approche ensuite d'un jeune homme qui semble accompagner le groupe depuis Paris. Celui-ci a noble allure, mais semble désespéré. Il refuse de parler à Renoncourt, mais admet avoir des sentiments pour la mystérieuse jeune fille. 2 années s'écoulent ensuite. De retour à Londres, Renoncourt marche dans les rues de Calais lorsqu'il croise de nouveau le jeune homme de Passy. Celui-ci est de retour des Amériques et semble plus disposé à parler. Notre narrateur apprend alors qu'il s'appelle des Grieux et qu'il est issu d'une famille aisée. Son père espérait à l'origine le voir devenir chevalier. Mais à 17 ans, de passage dans sa ville d'enfance, le temps des vacances, il croise la jeune et jolie Manon Lescaut, dont il tombe immédiatement amoureux. Mais les parents de Manon veulent la placer dans un couvent suite à ses écarts de conduite. Lorsque des Grieux lui révèle ses sentiments amoureux, le couple projette de s'enfuir pour pouvoir s'aimer librement. Le départ doit avoir lieu le lendemain, malgré les vaines tentatives de Thiberge, ami de des Grieux, qui tente de l'en dissuader. Et puis le lendemain arrive, et les 2 jeunes gens se retrouvent à Saint-Denis peu avant le coucher du soleil. Sans passer par le mariage, ils s'installent dans un appartement à Paris. Au bout de quelques semaines, des Grieux espère prendre contact avec son père pour lui demander l'autorisation d'épouser Manon. Mais celle-ci le convainc de ne pas le faire, et il y renonce, bien que des Grieux reste très inquiet quant à l'avenir financier du ménage. Un soir, alors qu'il rentre plus tôt, il trouve porte close. Manon met longtemps à lui ouvrir, et des Grieux apprend finalement de sa servante qu'un certain monsieur, un riche fermier d'un certain âge, vient de se glisser hors du meublé. Des Grieux attend bien sûr des explications, mais Manon élude ses questions avant de fondre en larmes. Alors que la jeune fille s'enfuit, le père de notre héros arrive et apprend la trahison de Manon. Il décide de garder un œil sur son fils afin d'être sûr que celui-ci n'aille pas la rejoindre. Et puis les mois passent et des Grieux se remet lentement de sa mésaventure avec l'aide de Thiberge. Il reprend les études et la lecture et Thiberge lui apprend que Manon vit toujours à Paris et se fait entretenir par un riche amant. Alors que des Grieux s'expriment en public à la Sorbonne, devant une large assemblée, il recroise finalement la route de Manon et choisit de lui pardonner. Il abandonne de nouveau les études et le couple s'installe à Chaillot. Grâce à l'argent de l'ancien amant de Manon, ils sont à l'abri pour un temps. Mais la jeune fille s'ennuie à la campagne et loue un appartement à Paris. Son frère se joint à eux dans le ménage et vit à leur crochet. Et forcément, l'argent vient bientôt à manquer. Alors le frère de Manon suggère de vendre les charmes de sa sœur. Des Grieux refuse et obtient de l'argent auprès de Thiberge. Il finit par tricher au jeu et par escroquer un vieil homme pour mener une vie facile. Mais l'homme se rend compte de la supercherie et les fait arrêter. Manon est alors placée à l'hôpital général. Des Grieux de son côté s'évade de prison et parvient même à faire évader Manon en la déguisant en homme. Le frère de Manon meurt, abattu par un homme qui l'avait autrefois escroqué. Le couple retourne alors à Chaillot, où Thiberge leur apporte une nouvelle fois un soutien financier. Il semblerait presque que des Grieux touche enfin du doigt la tranquillité. Mais s'ouvre alors la 2e partie du roman, et à Chaillot, Manon demeure fidèle mais minaude auprès d'un jeune prince italien. Alors que celle-ci extorque de nouveau de l'argent à un homme tombé sous son charme, une nouvelle alerte est donnée et le couple est encore emprisonné. À la prison du Châtelet, des Grieux revoit son père qui, bien qu'inquiet et déçu, lui pardonne une fois encore. Il tente tout pour le faire libérer et pour l'éloigner de Manon. Il obtient finalement qu'elle soit exilée en Amérique. Une fois libérée, des Grieux apprend le départ prochain de Manon. Cela signe la rupture définitive entre le père et le fils. Ne parvenant pas à la faire libérer, il arrive à la suivre où qu'elle aille, moyennant un peu d'argent. Et c'est tout naturellement que des Grieux s'embarquent en tant que volontaires pour les Amériques. À bord du navire, il prétend être le mari de Manon Lescaut. Le capitaine lui permet ainsi de veiller sur elle.
Et 2 mois plus tard, à la Nouvelle-Orléans, le gouverneur trouve même un toit au couple. Manon est touchée par les affections de Desgrieux et lui promet d'être enfin digne de lui. Mais le neveu du gouverneur tombe amoureux d'elle et Desgrieux le blesse lors d'un duel. Persuadé de l'avoir tué, il s'enfuit dans le désert avec Manon. Cette fuite ultime sera finalement fatale pour Manon, qui y perdra la vie. Desgrieux l'enterre et attend que la mort ne l'emporte à son tour, mais il est finalement sauvé par Tiberge. Alors qu'ils reviennent en France quelques mois plus tard, Desgrieux apprendra le décès de son père. Le roman se termine finalement par une réflexion de Desgrieux sur les leçons qu'il a tirées tout au long de ses expériences. L'histoire de Manon Lescaut, comme vous avez pu le constater, ne fait pas intervenir énormément de personnages. Tout du moins, on ne compte que quelques personnages principaux. Nous avons Desgrieux, bien sûr, qui est le protagoniste principal de l'histoire. Il tombe dans le péché par Manon au début, avant de revenir sur le chemin de la justice à la fin de l'histoire. Desgrieux est très jeune lorsqu'il rencontre Manon, seulement 17 ans. Il nous dit être bien connu pour son comportement intègre et ses activités intellectuelles. Mais dès le début, ses affirmations sur sa complète innocence et son aversion naturelle pour le vice paraissent un peu suspectes. En effet, Desgrieux est extrêmement égoïste et manipulateur. Il use et abuse de presque tous ceux avec qui il entre en contact pour atteindre son seul objectif, être avec Manon. Il est même fier de ses péchés, comme apprendre à tricher aux cartes ou tirer sur le domestique qui tente de l'empêcher de s'échapper de Saint-Lazare. Aussi, il utilise son éducation et ses facilités avec la langue pour justifier continuellement son comportement. La poursuite de Manon par Desgrieux est scandaleuse à plusieurs niveaux, notamment parce qu'il rejette sa famille et ses amis, qu'il vit dans le péché, qu'il triche, qu'il vole et qu'il ment en permanence pour obtenir ce qu'il veut. L'héroïne du roman, de son côté, Manon, est une jeune femme séduisante et insouciante. Mais elle est aussi égoïste et impulsive, et sa beauté attire systématiquement l'attention, chose qu'elle sait et dont elle abuse largement. Lors de sa parution, Manon Lescaut a été perçue comme un roman libertin, heurtant la morale, car mettant avant tout l'accent sur le plaisir et par suite sur le vice. Seulement, ce roman est bel et bien un roman d'amour. Ce sentiment est au cœur de l'intrigue et des péripéties. En effet, malgré les événements, Manon Lescaut et Desgrieux, son amant, ces deux personnages se retrouvent inlassablement comme attirés de manière irrésistible. La passion amoureuse dont il est question mène à la perte de ceux qui y sont confrontés. La mort de Manon Lescaut peut, à ce titre, être perçue comme une punition pour ses actions passées. Celle du père de Desgrieux, de son côté, peut être interprétée comme une punition qui s'applique à son fils. Tout dans l'histoire de Desgrieux conduit au malheur. La succession, voire la progression ascendante de l'intrigue, mène systématiquement au tragique. De la même manière, si le chevalier Desgrieux réchappe à la mort et à la prison à plusieurs reprises, celui-ci est tenté par ses déboires et ses actions passées, mais aussi par la perte de l'être aimé qui constitue ainsi une autre forme de punition. Cette histoire passionnée est vouée à une issue fatale. Le roman se déroule au XVIIIe siècle, une période où les valeurs morales et sociales étaient très strictes. Les personnages principaux, Manon et Desgrieux, se rebellent contre ces normes et mènent une vie de plaisir, de passion et d'imprudence. La mort de Manon peut être interprétée comme une punition pour leur comportement transgressif et leur désobéissance aux conventions sociales. L'abbé Prévost utilise l'histoire de Manon et Desgrieux pour critiquer les inégalités sociales de l'époque. Manon est séduite par le luxe et les plaisirs matériels, ce qui la conduit à des choix dangereux et à sa mort tragique. Cette critique sociale met en lumière les dangers de la société, basée sur les apparences et les inégalités de classe. Et puis, bien qu'il soit communément admis que l'argent ne peut pas acheter l'amour, Prévost explore comment le succès financier affecte le bonheur romantique. Desgrieux croit que l'argent est le secret pour rendre Manon heureuse, bien qu'il prétende qu'aucune fille n'a jamais été moins attachée à l'argent qu'elle ne l'était. Desgrieux, cependant, est clairement obsédé par l'argent. Quand il ne parle pas de combien il aime Manon, il parle d'argent. Combien il a, comment en obtenir et comment le garder. De plus, le langage de l'argent est tissé tout au long du texte sous la forme de métaphores. C'est peut-être une autre raison pour laquelle l'histoire a été fortement critiquée lors de sa publication. Les hommes de bonne éducation n'étaient pas censés penser ou parler d'argent. Seuls les roturiers s'en préoccupaient. L'histoire de Prévost, cependant, révèle les nombreuses façons dont la sécurité financière se mêle à la romance et à l'amour. Manon note, avec raison, qu'on ne peut pas être vraiment aimant quand on manque de pain, et cette basse considération épouvante Desgrieux malgré sa vérité. Quant au thème de l'amour et de la passion, on constate que la relation entre Manon et Desgrieux est marquée par une passion intense et un amour profond, mais aussi par la jalousie et la possessivité. Le personnage de Desgrieux est dévasté par sa disparition, ce qui souligne la puissance de leurs sentiments.
L'histoire de Manon et d'Aigrieux est l'une de ces histoires communes de deux amants qui s'aiment désespérément mais qui ne peuvent pas être ensemble à cause de circonstances indépendantes de leur volonté. Roméo et Juliette jurent de s'aimer et acceptent de se marier quelques heures après leur première rencontre, et il en va de même pour Manon et d'Aigrieux. De plus, tout comme Roméo blâme fréquemment la fortune ou le destin pour les nombreux événements qui se produisent après son mariage avec Juliette, d'Aigrieux blâme également le destin ou une étoile maléfique pour sa rencontre fortuite avec Manon au début de l'histoire. Les mots destin, fortune et d'autres variantes apparaissent plus de 50 fois tout au long de l'histoire, principalement utilisés par d'Aigrieux, qui blâme constamment le destin pour ses problèmes. Même Manon se croit condamnée à être malheureuse et que son malheur est apparemment la volonté du ciel. Et c'est justement cette passion qui mène à tous les vices. C'est ce message que porte l'ouvrage de l'abbé Prévost. Pour maintenir le train de vie de son amante, d'Aigrieux triche au jeu, tandis que cette dernière se prostitue pour gagner de l'argent sur les conseils de son propre frère. Par ailleurs, l'histoire fait la part belle à la corruption, puisque le père de d'Aigrieux use de son pouvoir, de son influence et de son argent afin de faire libérer son fils. Avant cela, il a le privilège d'être incarcéré dans une prison pour nobles, lui réservant une condition plus confortable. Enfin, son père obtient que Manon soit exilée en Louisiane. Tout au long de l'histoire, la notion de fatalité est étroitement liée à l'intrigue de Manon Lescaut, et elle joue un rôle central dans le développement des événements du roman. Elle renvoie à l'idée que les personnages sont confrontés à un destin inéluctable, prédestinés à vivre des situations tragiques et à subir les conséquences de leurs actions, malgré leurs efforts pour s'en échapper. Tout au long du récit, les personnages semblent être pris au piège d'une série d'événements qui les conduisent inexorablement à leur destin tragique. Par exemple, le chevalier d'Aigrieux est captivé par Manon dès leur première rencontre et se laisse emporter par une passion dévorante, même s'il est conscient des risques et des dangers auxquels il s'expose. Malgré ses tentatives pour s'éloigner de Manon et préserver sa vertu et son honneur, il est constamment ramené vers elle par une force intérieure irrésistible. De même, Manon elle-même est présentée comme étant à la fois victime et complice de sa propre fatalité. Sa beauté et son charme magnétique suscitent l'obsession chez les hommes qui l'entourent. Mais sa quête insatiable de plaisir et de richesse la conduit inévitablement vers sa chute. La fatalité dans Manon Lescaut est également renforcée par l'omniprésence de la société et de ses conventions. Les personnages se trouvent constamment confrontés à des dilemmes moraux, où ils doivent choisir entre suivre les normes sociales et leurs propres désirs passionnés. Cependant, même lorsque les personnages tentent de se soustraire aux attentes sociales et aux contraintes qui les entourent, ils sont souvent rattrapés par les conséquences inévitables de leurs actes. L'abbé Prévost explore ainsi la notion de destinée inéluctable, montrant que les actions des personnages sont déterminées par des forces qui les dépassent et qu'ils ne peuvent échapper à leur propre tragédie. La conduite de d'Aigrieux, en particulier son inconstance concernant sa dévotion aux études religieuses et son maintien de la piété et de la chasteté, et ses troubles émotionnels ultérieurs, soulèvent une question intéressante. Est-il préférable de garder les sentiments sous contrôle strict et de ne pas éprouver de souffrance, ou vaut-il mieux s'abandonner à ses sentiments et ressentir une grande joie mais aussi de la douleur ? Malgré les fréquentes autoremontrances de d'Aigrieux sur le choix de Manon plutôt qu'une vie qui aurait probablement été plus calme et plus prospère, son dévouement inflexible signifie que cette question est laissée en suspens par le narrateur. Et ainsi, le lecteur est invité à prendre sa propre décision. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.